En juin, le National Transportation Safety Board a annoncé qu'il publiait désormais ses propres recommandations et mesures d'atténuation concernant un système qui, dans de rares circonstances, peut remplir l'air du cockpit du Boeing 737 MAX d'une fumée âcre et toxique. Et pire, la plupart des pilotes du 737 MAX n'étaient même pas au courant de ce système jusqu'à récemment. Avant de continuer, il vaut probablement la peine de parler un peu de ce système appelé le dispositif de réduction de charge, ainsi que des autres avions qui en sont équipés, de son utilité et des raisons pour lesquelles il pose problème. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le système lui-même qui pose problème ici. En fait, c'est la façon dont il est mis en œuvre, en particulier sur les moteurs du Boeing 737 MAX. Et c'est aussi la raison pour laquelle le NTSB s'implique désormais. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviendront, j'espère, en février de cette année 2025, j'ai publié une vidéo sur la chaîne Mentor Pilot où j'ai expliqué le système LRD et les 2 récents vols de Southwest Airlines où il avait été déclenché. Si vous ne l'avez pas encore regardé, ce n'est pas ce que j'appellerais une vidéo typique de Mentor Pilot. Elle présentait bien 2 événements de Southwest, mais au fond, il s'agissait d'une vidéo préventive et non réactive, et elle a été réalisée pour mettre en avant un problème qui n'est toujours pas résolu, ce que je n'avais encore jamais fait auparavant. Je ne souhaite rien de plus que la sécurité maximale pour mes collègues, et en ce moment, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. À l'origine, mon intention était de la présenter sur cette chaîne, sur Mentor Now, ce qui avait du sens puisque Mentor Now est l'endroit où je traite des événements actuels ou en évolution, mais cette histoire évoluait d'une manière assez inhabituelle et troublante et je voulais donc qu'elle bénéficie d'une exposition maximale sur ma plus grande plateforme. J'ai entendu parler de ce système pour la première fois grâce à un bulletin publié par Boeing après les 2 incidents de Southwest que j'ai mentionnés précédemment. Et ce bulletin disait en gros que si un gros oiseau ou autre chose entrait dans l'un des moteurs, cela pouvait provoquer de la fumée dans le cockpit et dans ce cas, nous devions suivre les bonnes procédures de la checklist non normale, notamment celles incluses dans la checklist incendie moteur, dommages graves et séparation. En soi, cela ne semblait pas vraiment être un gros problème, car cela disait en gros de faire ce que nous faisions déjà, et nous avions aussi déjà pratiqué ce genre de scénario dans nos simulateurs pendant la formation. Donc, au début, la plupart des pilotes de 737, moi y compris, pensaient que ce n'était pas un problème majeur, mais il y avait une réserve. Un détail troublant se trouvait dans la note de Boeing. Il était fait mention d'un système appelé LRD, ou dispositif de réduction de charge, qui avait été impliqué dans ces 2 précédents incidents de fumée, mais qui n'était pas mentionné dans nos manuels de formation. Et cela a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux pilotes. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos sur les crashs du Boeing 737 MAX, ces événements impliquaient un système appelé Maneuvering Characteristics Augmentation System, qui avait également été omis des manuels des pilotes. Et lorsque Boeing a publié un bulletin après le premier de ces crashs en 2018, ils ont également semblé minimiser la situation, disant aux pilotes de le traiter comme un simple incident de stabilisateur fou, ce qui en réalité était une simplification grossière de la véritable nature du problème. Donc, avec ce souvenir encore relativement frais, ce dispositif LRD était-il quelque chose de similaire? Eh bien, en résumé, le LRD est une fonctionnalité des moteurs CFM LEAP 1 Bravo du 737 MAX. Il est également utilisé sur les moteurs LEAP 1 Alpha équipant de nombreux appareils de la famille Airbus A320neo, ainsi que sur les moteurs LEAP 1 Charlie du Comac C919 chinois. Et ce n'est pas tout, de nombreux moteurs gros porteurs utilisent également des systèmes similaires. Le CFM LEAP nécessite ce système en raison de sa soufflante avant plus grand conçue pour une meilleure efficacité. Mais ce ventilateur plus grand a aussi un autre effet. Les pales de la soufflante elle-même sont évidemment plus longues et il y en a moins par rapport au nombre de pales sur les moteurs précédents du 737. Et cela signifie que chaque pale du moteur LEAP est plus longue, plus large et donc plus lourde. Le centre de masse de la pale est également plus éloigné du centre de rotation. Cela signifie donc que si le moteur venait à perdre une pale de soufflante pour une raison quelconque, alors les vibrations dues au déséquilibre seraient bien plus importantes que sur les moteurs précédents.
Ces vibrations extrêmes pourraient endommager le pylône ou la structure du moteur, le secouant littéralement jusqu'à le désassembler. Imaginez une machine à laver déséquilibrée lors d'un essorage rapide, sautant dans tous les sens sur un sol irrégulier. Mais maintenant, imaginez plutôt un moteur LEAP de 3 tonnes faisant la même chose, mais 3 à 4 fois plus vite que votre machine à laver. Et c'est là que le LRD entre en jeu. Il fonctionne en libérant le ventilateur du moteur de son attache au reste du moteur en rotation, ce qui permet au ventilateur de se recentrer automatiquement autour d'un nouveau centre de rotation, réduisant ainsi drastiquement les vibrations. À ce stade, certains d'entre vous pourraient se demander, était-ce vraiment si grave que ce système ne soit pas mentionné dans les manuels du pilote à l'époque? Je veux dire, puisque le LRD fonctionne automatiquement sans aucune intervention du pilote, et puisqu'il n'affecte pas nos commandes de vol comme le Maneuvering Characteristics Augmentation System l'a fait, et aussi théoriquement, puisqu'il n'apporte aucun changement à nos procédures, ne pas prendre la peine d'en informer réellement le pilote ne serait donc pas si grave, n'est-ce pas? Non, en réalité, cela est dû à l'effet secondaire potentiel du LRD. Comme je l'ai expliqué en détail dans ma vidéo de mentor pilote à ce sujet, lorsque vous volez dans la plupart des avions de ligne, y compris le Boeing 737, vous respirez de l'air qui a été prélevé sur les étages de compresseurs des moteurs de l'avion. Mais cela était normalement parfaitement sûr car il s'agit d'air provenant d'une partie du moteur située avant ou en amont des chambres de combustion, donc il ne devrait pas y avoir de contaminants à cet endroit. Le système d'air de prélèvement est utilisé pour envoyer de l'air sous haute pression vers la climatisation et la pressurisation de l'avion, ainsi que pour le dégivrage, la pressurisation des réservoirs hydrauliques et de carburant, etc. Maintenant, cet air de prélèvement est initialement très chaud, ce qui est utile pour le système de dégivrage, mais les groupes de conditionnement d'air doivent donc aussi le refroidir avant de l'amener dans la cabine. Mais le problème ici, c'est que si le LRD est activé, découplant la soufflante du reste du moteur à cause des vibrations, eh bien, il va alors dépendre de la séparation d'une bride du carter d'huile A, ce qui permet à l'huile de pénétrer dans le compresseur principal. Cela représente environ 16 quarts, soit 15 litres d'huile moteur, et surtout, elle sera alors libérée en amont des orifices de prélèvement pneumatique. Vous savez, ceux qui alimentent en air aussi bien la cabine que le poste de pilotage. Et non seulement cela, mais, comme je viens de le dire, l'air dans le compresseur avec lequel l'huile se mélange est très chaud, donc l'huile est alors chauffée et transformée en fines particules, ce qui la transforme en une fumée âcre et toxique. Vous comprenez maintenant pourquoi de nombreux pilotes étaient insatisfaits de la réponse de Boeing aux 2 incidents d'activation du LRD de Southwest qui suggéraient qu'il s'agissait simplement d'un autre type d'événement de dommages moteurs graves. Mais en poursuivant nos recherches, mon équipe et moi avons réalisé que nous étions confrontés à quelque chose qui pourrait potentiellement devenir un problème encore plus grave si cela se produisait au mauvais moment. Les histoires sur la sécurité aérienne ne sont pas toutes traitées de la même manière dans la presse. Cela est devenu très clair lorsque le NTSB a finalement exprimé ses inquiétudes concernant ce problème de LRD. En fait, une recherche rapide a révélé plus de 100 articles, dont environ 60% provenaient de grands groupes médiatiques et seulement 7% de sources d'informations indépendantes. Et cela pourrait signifier que la façon dont cette histoire est présentée pourrait varier considérablement selon l'endroit où vous la lisez. Mais en utilisant Ground News, le sponsor d'aujourd'hui, nous pouvions clairement voir comment cette couverture variait à travers le spectre politique. Vous pouvez suivre en même temps sur GroundPoint News Product Montour si vous le souhaitez. Comparer la couverture est assez intéressant. La chaîne CNN, orientée à gauche, adopte un ton mesuré et institutionnel, présentant le problème comme une question potentielle. Mais en revanche, le titre de My Northwest utilise un langage plus urgent et émotionnel, laissant entendre un schéma d'échec. Ground News est un outil de recherche puissant qui vous offre bien plus de contexte qu'aucun article pris isolément ne pourrait le faire. Désormais, il y a même un fil d'actualité Mentour personnalisé regroupant toutes les histoires d'aviation, de technologie et de Boeing que je traite. Donc, si vous en avez assez des gros titres sensationnalistes, je vous recommande vivement de scanner ce code QR ou de visiter GroundPoint News/Mentour pour obtenir 40% de réduction sur le même abonnement que j'utilise.
À seulement 5 $ mensuels, profitez rapidement de cette offre temporaire. Merci Ground News. Revenons à l'histoire. Un détail important concernant le 737 que je n'ai pas encore mentionné est la façon dont son système de climatisation, ou PACS, distribue l'air à l'intérieur de l'appareil. Le moteur droit alimente le pack de climatisation droit, qui va directement dans un collecteur de mélange puis dans la cabine passager. Mais le pack gauche, alimenté par le moteur gauche, est configuré un peu différemment. Ce système approvisionne directement le cockpit en air. Évidemment, le cockpit du 737 est plus petit que sa cabine, donc la capacité supplémentaire du pack gauche va ensuite vers le mélangeur et dans la cabine. Mais le fait que l'air circule différemment selon le moteur dont on parle signifie que les effets d'une activation LRD seront également très différents. Le 5 mars 2023, le vol Southwest 3923, un 737 MAX 8, a percuté un vautour d'environ 3 à 4 livres alors qu'il décollait de la piste 06 à La Havane, Cuba. Cet oiseau est entré dans le moteur droit, déclenchant le LRD. Cela a ensuite généré de la fumée qui a partiellement rempli la cabine passager et contenait des substances très nocives comme l'acroléine et le formaldéhyde qui sont très toxiques à haute concentration. Les pilotes ont stabilisé l'avion à 800 pieds, terminé leur checklist, puis sont retournés à La Havane où ils ont atterri en toute sécurité. Mais la situation dans la cabine était si grave que l'équipage a décidé d'évacuer sur une voie de circulation à proximité. Heureusement, la taille de la cabine passager de ce 737 MAX 8 a fait que, même si la fumée était terrible et a causé des problèmes respiratoires à certains passagers, la concentration de produits chimiques toxiques n'a jamais atteint de niveau mortel. Un peu de fumée est entrée dans le cockpit, mais pas suffisamment dense pour être vraiment dangereuse. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont compris que la situation aurait été très différente si le LRD s'était activé sur le moteur gauche, ce qui est bien sûr ce qui s'est produit lors du deuxième incident de Southwest. Cela concernait le vol Southwest 554 qui a décollé de la Nouvelle-Orléans le 20 décembre 2023. Encore une fois, l'avion a percuté un gros oiseau après le décollage, cette fois un pigargue à tête blanche, et cela s'est produit alors que l'équipage montait à environ 1000 pieds. Les pilotes se sont immédiatement rendus compte que l'oiseau avait gravement endommagé le moteur gauche. Au moment où le copilote a commencé à suivre la checklist pour feu moteur, dommages graves ou séparation, le cockpit s'est complètement rempli de ce qu'il a décrit comme une fumée blanche âcre. Les pilotes ont bien mis leur masque à oxygène, mais la situation est devenue si critique qu'ils avaient du mal à se voir dans le cockpit. Et le commandant de bord, qui était le pilote en fonction à ce moment-là, a indiqué qu'il avait dû se fier à son affichage tête haute pour piloter l'appareil, car il avait du mal à voir le reste de ses instruments. De plus, les Boeing 737 ne sont pas tous équipés d'affichage tête haute, et quand ils en ont, ils sont généralement uniquement disponibles côté commandant de bord. Maintenant, une partie de la checklist que le copilote suivait ici consistait à couper l'alimentation en carburant du moteur concerné et, entre autres choses, cela fermait également ce qu'on appelle la vanne de régulation de pression de prélèvement d'air, ou PRSOV, de ce côté-là. Cela empêche le moteur d'alimenter suffisamment en air les packs de climatisation, et donc la cabine ou le cockpit dans ce cas. Ainsi, peu de temps après que les pilotes ont coupé l'alimentation en carburant du moteur et tiré la poignée incendie, la fumée épaisse a commencé à se dissiper, à leur grand soulagement, et ensuite, tout comme leurs collègues confrontés au même problème à La Havane 9 mois plus tôt, ces pilotes ont ensuite atterri en toute sécurité à leur aéroport de départ. Et cette fois, il n'a pas été nécessaire d'évacuer. Ils sont donc revenus au point de stationnement, après qu'une équipe de pompiers les a inspectés et constaté qu'il n'y avait pas de feu. Avant de continuer, je dois préciser que même si ces deux événements n'étaient séparés que de 9 mois, ce sont des événements très rares. Les collisions avec des oiseaux sont courantes, mais impliquent généralement de petits volatiles qui n'endommagent pas ou peu le moteur touché. Mais même si les deux équipages ont vraiment eu la malchance de percuter un urubu à tête rouge et un pigargue à tête blanche, les choses auraient pu être bien pires, surtout lors du dernier incident. Alors, pourquoi cela? Rappelez-vous du PRSOV qui a empêché plus d'huile brûlée d'atteindre le poste de pilotage lors du deuxième incident.
Comme je l'ai dit, les pilotes ont observé que la fumée a commencé à se dissiper après avoir coupé le carburant, mais même s'ils pensaient que le PRSOV s'était fermé parce qu'ils avaient exécuté les items mémoire, cette vanne s'était en réalité déjà fermée plus de 2 minutes auparavant. Ceci était dû au fait que le PRSOV se ferme également automatiquement si le moteur ralentit jusqu'à atteindre une valeur N2 inférieure à 62%. Donc, lors de cet incident, le PRSOV s'est en fait fermé environ 16 secondes après qu'ils aient percuté l'oiseau. Cela signifie que ces pilotes ont été exposés à une fumée âcre pendant moins de 16 secondes. Et pourtant, leur cockpit était complètement rempli. Et il n'a commencé à se dégager que 2 minutes et 9 secondes après la fermeture effective de la vanne. Si la valeur N2 était restée au-dessus de 62%, comme ce fut le cas lors de l'incident de la Havane, l'équipage de la Nouvelle-Orléans aurait été exposé à beaucoup plus de fumée qu'ils ne l'ont été. Et une analyse a montré que les concentrations d'acroléine et de formaldéhyde dans le cockpit auraient pu dépasser des niveaux mortels en seulement 39 secondes. Maintenant, certains d'entre vous pourraient faire remarquer que ces pilotes ont rapidement mis leur masque à oxygène, donc ils pouvaient respirer normalement et auraient été protégés de cette fumée supplémentaire, n'est-ce pas? Souvenez-vous à quel point la visibilité dans le cockpit était devenue mauvaise, même si le PRSOV avait capté de la fumée en seulement 16 secondes. Malgré cela, le commandant de bord a eu du mal à lire son affichage tête haute et ses autres instruments. Deuxièmement, souvenez-vous que l'incident de la Nouvelle-Orléans s'est produit alors que l'équipage montait au-delà de 1000 pieds. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient été encore plus bas? Et s'ils avaient de percuter un oiseau plus gros, juste au moment de la rotation, à un moment où le pilote en fonction piloterait encore manuellement avec ses 2 mains occupées? Eh bien, c'est justement le scénario que j'ai présenté dans ma vidéo Mentour pilote. En dessous de 400 pieds, nous sommes formés à ne pas nous précipiter dans le dépannage, car nous sommes trop près du sol et une erreur comme l'arrêt du mauvais moteur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Donc, si un pilote en fonction est confronté à un scénario aussi extrême, aussi près du sol alors qu'il pilote encore à la main, il pourrait très bien choisir de continuer à piloter à la main pour éloigner l'avion du sol sans le masque, dans un cockpit qui se remplit rapidement de fumée toxique âcre. Et comme on atteint les 400 pieds, seuil à partir duquel on commencerait au plus tôt à gérer ce problème, avec un moteur en panne, cela pourrait prendre une demi-minute ou plus après la rotation, et respirer des fumées aussi longtemps pourrait avoir de graves conséquences. C'est ce genre de scénario qui explique pourquoi certains enquêteurs de la FAA chargés d'examiner ces 2 événements voulaient que les pilotes du 737 MAX effectuent les décollages avec le pack gauche éteint jusqu'à ce qu'une solution permanente à ce problème soit trouvée. Ils ont également demandé qu'une modification de conception soit mise en place afin que l'impulsion d'un impact d'oiseau soit détectée et coupe immédiatement le PRSOV avant que toute fumée toxique ne puisse pénétrer dans la cabine ou le poste de pilotage. Il s'agirait probablement simplement d'une correction logicielle, donc c'est quelque chose qui devrait pouvoir être certifié et mis en œuvre relativement rapidement. Les enquêteurs de la FAA ont aussi recommandé à Boeing de revoir tous les systèmes du 737 MAX pour garantir que les pilotes connaissent vraiment tout ce qu'ils doivent savoir. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la FAA a choisi de ne pas écouter ses propres enquêteurs et n'a pris aucune mesure immédiate. À la place, la FAA a décidé de suivre ses procédures habituelles d'élaboration de règles, comme ils l'ont dit. C'est ce que je voulais vraiment mettre en avant, car j'ai eu le sentiment que même des pilotes expérimentés de 737 qui avaient été informés des 2 incidents de Southwest n'avaient pas pleinement saisi les implications de ce qui s'était passé ou de ce qui pourrait arriver si ces impacts d'oiseaux survenaient plus près du sol. Et pour appuyer mon propos, on m'a envoyé une note interne émise par un important syndicat de pilotes américains. Quelqu'un me l'a envoyée parce qu'elle répondait directement à ma vidéo en remettant en question ses arguments, affirmant par exemple que les concentrations de fumée dans le cockpit ne pouvaient pas devenir toxiques en seulement 39 secondes et que les conclusions de ma vidéo étaient basées sur des données obsolètes. Pour être clair, les informations que j'ai utilisées dans ma vidéo provenaient directement d'une note confidentielle de ces enquêteurs de la FAA et avaient également été largement relayées par d'autres médias avant que je ne réalise ma vidéo. Mais j'étais vraiment curieux de savoir ce qu'ils voulaient dire par là,
Alors j'ai envoyé un email au représentant du syndicat des pilotes qui avait rédigé cette note, car rien ne me rendrait plus heureux que de m'être trompé à ce sujet. Ce problème n'était peut-être pas si grave, finalement. Peut-être qu'il avait plus d'informations que moi. Mais je n'ai reçu aucune réponse. C'est intriguant, vous ne trouvez pas? Les syndicats de pilotes devraient défendre les pilotes lors des discussions sur la sécurité. Cette interaction m'a donc vraiment perplexe. Cependant, je dois aussi mentionner que de nombreux autres représentants syndicaux et pilotes m'ont contacté suite à ma vidéo affirmant prendre des mesures. Il s'agissait donc probablement d'un incident isolé. C'est ainsi que la FAA et, de façon intéressante, l'Agence européenne de la sécurité aérienne avait initialement géré cela. Mais qu'en est-il alors du Bureau national de la sécurité des transports, le NTSB? Eh bien, en juin de cette année, le NTSB a publié son rapport sur le problème du LRD dans le cadre de son enquête en cours sur ces deux incidents impliquant Southwest. Dans ce rapport, le NTSB a souligné ce que je viens de décrire ci-dessus, à savoir que de nombreux pilotes volant sur le 737 MAX n'étaient toujours pas pleinement conscients des deux incidents survenus chez Southwest en 2023 ni de leurs implications. Et cela malgré les informations que Southwest et Boeing avaient publiées entre-temps. Par conséquent, le NTSB souligne désormais dans son rapport la nécessité pour la FAA de veiller à ce que davantage d'exploitants informent les équipages de conduite des avions équipés de moteurs CFM LEAP 1 Bravo des circonstances décrites dans ce rapport, en mettant l'accent sur les modifications apportées par Boeing au QRH et au F Flight Crew Operation Manual afin que les pilotes sachent quelles actions entreprendre s'ils rencontrent de la fumée dans le poste de pilotage ou la cabine après une activation du LRD. Le NTSB mentionne également que CFM, le fabricant du moteur LEAP 1 Bravo, travaille avec Boeing pour certifier une mise à jour logicielle qui fermera le PRSOV sur le moteur concerné dès que le LRD sera activé. Exactement ce que ces enquêteurs de la FAA voulaient à l'origine. Cependant, le National Transportation Safety Board n'a pas recommandé de modifications procédurales comme le décollage avec les prélèvements fermés ou la fermeture du pack en question. Mais il partageait de mes inquiétudes et celles des enquêteurs de la FAA sur la configuration du système. Le plan est de rendre cette correction disponible pour les exploitants du 737 MAX d'ici le premier trimestre de 2026. Et d'ailleurs, selon mon ami John Brown de la chaîne Blanco Lirio, c'est ainsi que fonctionnent actuellement les moteurs des avions gros porteurs. Il surveille les vibrations excessives du moteur qui pourraient déclencher un LRD et ferme le PRSOV si ces vibrations dépassent un certain seuil. Et cela me paraît tout à fait logique, car le moteur restant peut facilement fournir l'air nécessaire à la pressurisation, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi ce système n'a pas été conçu ainsi dès le départ. Maintenant, puisque cette solution à long terme est déjà en cours, il semble que le NTSB, comme je l'ai dit, ait décidé de ne pas faire d'autres recommandations temporaires, mais l'agence a souligné qu'un LRD peut être déclenché par autre chose que des impacts d'oiseaux. Le déclenchement peut aussi survenir suite à l'ingestion de débris étrangers, la perte d'une pale de turbine ou même la défaillance du ventilateur, rendant cette correction logicielle d'autant plus urgente. Enfin, le NTSB souhaite que la FAA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et la CAAC collaborent avec CFM pour s'assurer que les autres variantes du moteur CFM LEAP équipant les Airbus A320neo ou les Comac C919 ne présentent pas de vulnérabilité similaire. Le but de toutes mes vidéos est d'éduquer, d'améliorer et d'informer. Mon objectif est de montrer comment nous tirons des leçons précieuses des incidents et accidents passés et d'expliquer ce qui se passe dans l'industrie. Dès le début, cette histoire m'a vraiment marqué, car ces leçons ne recevaient pas toute l'attention qu'elles méritaient. C'est pourquoi je suis vraiment heureux de voir qu'il y a ici un mouvement, à la fois pour informer les équipages à court terme et pour régler ce problème le plus rapidement possible. Pour pouvoir faire ce genre de travail, mon équipe et moi avons besoin d'aide, car les sponsors ne sont pas toujours à l'aise à l'idée d'être associés à des vidéos critiques envers les grands acteurs de l'industrie. Et c'est là que mon équipe Patreon extraordinaire intervient. Scannez ce code QR pour en savoir plus. Mes soutiens sur Patreon rendent ce type de vidéos possible. Et ils peuvent aussi voir mes vidéos avant tout le monde, ce qui nous aide à améliorer notre qualité et notre précision.
Alors, pour nous rejoindre et participer à ma prochaine rencontre Patreon, scannez ce code QR ou rendez-vous sur patreon.com/join/mentorpilot. Vous pouvez aussi nous soutenir en découvrant mon courageux sponsor pour cet épisode, Ground News. Je m'appelle Peter Hernfeld et vous regardez Mentor Now. Passez une journée absolument fantastique et à la prochaine. Au revoir.